Les obstacles permettent à Zadig de démontrer son héroïsme et sa gloire finale. Dans Candide, l'amour apparaît dès le début du conte, aux pages 39 à 40, et cet amour l'unit à Cunégonde. On remarque l'expression de l'amour avec une prédominance corporelle. Dès le début du conte, au moment du premier baiser, le narrateur voltairien dira « leurs bouches se rencontrèrent ». Leurs bouches se rencontrèrent fait écho à la phrase voltairienne, à la phrase flaubertienne, et leurs yeux se rencontrèrent. Donc nous avons ici une dimension corporelle, une dimension sexuelle qui s'oppose à la dimension éthérée de Flaubert. À la suite de ce premier baiser, viennent les obstacles. Candide est chassé du château. Il est livré à l'errance. Il doit traverser l'épreuve de l'armée bulgare. Et les retrouvailles de Cunégonde et le meurtre de l'inquisiteur. La providence est également de mise. Au chapitre 7, la rencontre avec une vieille lui permet de retrouver Cunégonde. Cunégonde qui est également voilée au moment de ses retrouvailles, comme l'on a vu pour la reine Astarté. Il s'ensuit une épreuve finale. Cette épreuve finale, à la fin du conte, c'est le refus du frère d'unir sa sœur avec Candide, car il juge son parti trop peu avantageux pour elle. Mais on remarque que ce frère est très rapidement vaincu à la page 136, donc à la fin du conte. En effet, il s'oppose à ce mariage et voilà, Cacambo décida qu'il fallait le rendre au Levanti patron et le remettre aux galères. Après quoi, on l'enverrait à Rome, au père général, par le premier vaisseau. La vue se trouvait fort bon, la vieille l'approuva, on n'en dit rien à sa sœur. La chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. La juxtaposition des propositions crée un effet de rapidité. À la suite de cet obstacle surmonté, vient très vite le mariage. Or, dans Candide, il s'agit d'un mariage circonstancié, d'un mariage d'estime. En effet, Candide, le narrateur voltairien, exprimera l'idée que Candide n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde en raison de son apparence et en raison de son caractère acariâtre. Dans l'ingénu, la scène de première vue apparaît à la page 47. Donc ce n'est pas tout à fait au début du roman, du roman ou du conte. On note chez Mademoiselle de Saint-Yves la prédominance de la curiosité. Donc à la page 47, donc cette rencontre ou cette scène de première vue qui l'unit à l'ingénu est faite sous le signe donc, de la curiosité. Attends, je me trompe de livre. Mademoiselle de Saint-Yves était fort curieuse. Cette curiosité se retrouve également à la page 50. Quand on eut reconduit l'ingénu dans sa chambre, Mademoiselle de Kercabon et son amie Mademoiselle de Saint-Yves ne purent se tenir de regarder par le trou d'une large serrure pour voir comment dormait un huron. Donc on a à nouveau cette expression de la curiosité que l'on retrouve également à la page 60. Mais la curiosité l'emportant bientôt sur toute autre considération, elles se coulèrent doucement entre les roseaux, et quand elles furent bien sûres de n'être point vues, elles voulurent voir de quoi il s'agissait, et il s'agit du huron en train de se baigner nu dans la rance. Cette curiosité n'empêche pas l'expression des corps, mais cette expression des corps se fait sous le joug de la vitesse. Le mariage conclu avec l'ingénu, à la page 65, est fait de manière très rapide. Ce mariage est conclu de manière... Alors, quand je dis conclu, l'accord du mariage, ou du moins
pas l'accomplissement, mais l'accord donc du mariage par la mademoiselle de Saint-Yves est fait sous le coup de l'impulsion de l'ingénu. Et cette impulsion de l'ingénu va s'opposer, donc on le retrouve notamment à la page 65, dans le chapitre L'ingénu amoureux, à la sagesse de mademoiselle de Saint-Yves. Cette sagesse, cette moralité, cet aspect cérébral est déterminant dans le roman. L'ingénu va également traverser des obstacles afin de pouvoir épouser mademoiselle de Saint-Yves, va acquérir une dimension morale, malgré la fin tragique, qui se traduit par la mort de Saint-Yves. On remarque une avancée chronologique de ces contes. On commence par Zadig, puis Candide, puis l'ingénu. Cette avancée diachronique n'empêche pas un pessimisme grandissant. Les récits amoureux restent importants, ils sont structurants dans les 3 contes, mais on semble aller de la gloire vers la tragédie. Notre 3e étape consistera à montrer l'aspect polymorphe du thème de l'amour chez Voltaire, selon l'idée du dictionnaire philosophique. Effectivement, il n'existe pas qu'un amour central dans les 3 contes, mais une diversité d'amours. Et nous allons commencer par étudier son pôle opposé, qui est l'amour-propre, que l'on retrouve, comme je viens de le dire, dans le dictionnaire philosophique. On en trouve une large palette, notamment dans Zadig. On retrouve l'amour intéressé, avec l'envieux, avec la femme de l'envieux, qui, intéressée par le pouvoir de Zadig, qui devient un ministre de la reine de Babylone et du roi de Babylone, à la page 44, finit par laisser tomber sa jarretière. Donc elle va se vendre pour obtenir ses faveurs. L'amour inconstant, à travers la figure féminine de Sémire, sa première épouse, à la page 27. L'amour masochiste, lorsque Zadig fait la rencontre d'une femme battue, à la page 52, et il va tuer le mari agresseur de cette femme, et cette femme va se révolter contre Zadig. À la page 52, elle va avoir des termes très durs envers lui. « Que voulez-vous maintenant de moi, madame ? Que tu meurs, scélérat, lui répondit-elle, que tu meurs. Tu as tué mon amant, je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig. Il vous battait de toutes ses forces, et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir. Je voudrais qu'il me battît encore, reprit la dame, en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Donc ici, le caractère masochiste de cet amour ressort. On a un amour tout simplement sexuel, toujours dans Zadig, à la page 45. Zadig, uni avec la femme de chambre de la reine, est tout étonné de jouir sans volupté. Il n'est pas amoureux de cette femme de chambre, il est amoureux de la reine, et donc c'est un rapport strictement sexuel qu'il a avec. On retrouve l'amour familial. Cet amour familial se retrouve donc dans Candide, à travers le frère de Cunégonde, lorsqu'il s'oppose au mariage de sa sœur avec Candide, mais il se retrouve également, donc nous étudierons ces anecdotes, dans le chapitre avec les anecdotes où Zadig se doit de faire le juge, donc il est confronté à 2 cas pratiques. Donc, un cas d'héritage et la reconnaissance d'un enfant. Et donc, où justement, il est mis en question l'amour filial qui s'oppose à l'amour intéressé. Quel est le fils qui aimera véritablement son père et quel est le père qui aimera véritablement son fils et qui lui donnera la meilleure éducation. Donc on le retrouve. Alors je vais le retrouver. Donc c'est dans Zadig. Voilà, c'est dans le chapitre Le ministre, et donc aux pages 41 et 42.
Enfin, donc ça c'était le point de l'amour-propre. Maintenant vient l'amitié que l'on retrouve dans Zadig et Cador, dans Zadig, Zadig donc, qui est très lié à son ami Cador. À la page 28, il dira « il avait un ami ». Dans l'ingénu, l'ami est Gordon, on le retrouve également dans Candide avec Pangloss. Et l'on remarque également que ces amitiés, tout comme ces histoires d'amour centrales, fondent et structurent les récits, et de par leur durée et de par la présence constante de ces amis. Et donc cela leur confère une importance particulière. Revenons au chapitre Le ministre dans Zadig, puisque Zadig choisit de déclarer pour père celui qui transmettra à son enfant des valeurs amicales. Moi, dit le second, donc c'est à la page 42, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. Zadig prononça, que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. Après l'amitié, nous retrouvons l'amour divin. Alors c'est surtout dans Zadig, puisque Zadig va se soumettre à Dieu, va se soumettre à l'ange Jesrad et finit par bénir le ciel. L'amour crée un effet. Les héros sont généralement aimables. On a la figure aimable de Candide. Zadig est souvent qualifié d'aimable. L'ingénu, lui, suscite l'admiration, sa beauté physique, sa force physique, qui lui donneront comme nom de baptême Hercule, crée chez l'assistance féminine l'admiration, et peut-être même l'admiration chez l'assistance masculine également. Donc, nous voyons ici une pluralité de sentiments amoureux. Les personnages sont simples, ont peu de profondeur psychologique, mais représentent, regroupés, un large éventail de sentiments et fait par ainsi de la sensibilité le moteur de l'action. Cette omniprésence de l'amour montre l'importance du thème qui va confirmer son aspect structurant, voire fondateur. Et donc la question en deuxième étape, notre deuxième étape nous conduira à nous poser la question sur l'amour et son aspect apologique. Est-ce que Voltaire nous fait ici une apologie de l'amour ? Donc nous y répondrons. Donc nous avons parlé d'un large éventail de sentiments éprouvés par une pluralité de personnages, des sentiments différents, mais qui constituent une sorte de tout et qui va constituer donc l'âme humaine. Et on s'aperçoit que ces personnages, en fonction des sentiments qu'ils sont capables de ressentir, sont hiérarchisés en fonction donc de ces sentiments. On a d'une part les vrais amoureux et ceux qui se servent de l'amour ou d'un travestissement de l'amour pour s'imposer dans la société. Et donc, nous avons là un tableau de l'âme humaine comme une sorte de complétude, mais fragmentaire. L'omniprésence de l'amour est véritable, mais cet amour est hiérarchisé. Les bons personnages aiment véritablement, contrairement aux mauvais personnages qui sont, eux, mus par un sentiment d'amour-propre. Donc, c'est l'ego qui va prédominer. Et donc, à travers cette hiérarchisation, on remarque qu'ici, Voltaire essaie de se faire le défenseur de l'amour véritable. Commençons par Zadig. Zadig connaît des échecs successifs avant la rencontre d'Astarté. Astarté qui symbolise l'amour véritable. Sémire est une femme inconstante. Azoar est une femme infidèle et intéressée. On rencontre le personnage de l'envieux qui est prédominé par la jalousie. Dans le chapitre Le Ministre, on a déjà vu ces anecdotes, on voit que Zadig va favoriser l'amour, le fils qui est véritablement aimant et désintéressé des richesses de ce monde, et le père humaniste qui va donner de l'importance à la valeur amicale. Dans Candide, on va définir Candide comme
un personnage ayant, donc à la page 96, le cœur sur les lèvres. Dans l'ingénu, on voit Mademoiselle de Saint-Yves qui est prête à mourir d'amour parce qu'elle a osé tromper l'ingénu pour pouvoir le sortir de prison. Mademoiselle de Saint-Yves a un portrait par rapport aux autres héroïnes dans les autres contes que je qualifierais de cérébral. Son portrait est fait tout en modestie, tout en sagesse. On le voit aux pages 63 et 65. Donc, page 65, cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. On retrouve cette idée à la page 63. Page 63, Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission, donc d'être la marraine de l'ingénu. Elle s'approcha modestement de l'ingénu. Donc on retrouve chez ce personnage une dimension psychologique qui sera plutôt occultée dans Candide, donc chez Cunégonde et chez la reine Astarté. Cunégonde qui à la fin est qualifiée d'acariâtre. Ici, cela peut nous confirmer ces exemples, la défense de l'amour véritable chez Voltaire et dans les trois contes. Cette défense peut s'approprier ou du moins peut se rapprocher de la création d'un nouvel humanisme. Ce nouvel humanisme, on le retrouve notamment dans l'ingénu. Pourquoi ? Parce que l'amour permet la transformation de personnages et les guide vers l'évolution de leur âme. On pense notamment à l'ingénu. L'ingénu, au début du conte, est un sauvage. Il n'est pas civilisé. Il n'a pas de connaissances. Il est beau, il est musclé, c'est un valeureux combattant, c'est un chasseur expérimenté et aguerri, mais son âme reste très primitive. Son attitude, son approche de Mademoiselle de Saint-Yves est rustre. Et le fait de connaître l'amour, de traverser les obstacles, d'avoir été conduit en prison, d'avoir fait la rencontre de Gordon, donc son ami, va lui permettre d'accéder au monde des livres. Il apprend très rapidement. Et cette accession au monde des livres, au monde de la connaissance, de la philosophie, de la littérature également, va lui permettre d'évoluer et de faire évoluer son âme et de la raffiner et de la nuancer. Et donc par la même occasion d'accéder à une vision de l'amour plus raffinée. On remarque également un autre personnage qui va être transformé dans l'ingénu par le moteur de l'amour. Il s'agit du ministre. Le ministre est transformé. Donc on le voit à la fin donc le ministre, je parle de Saint-Ponge. Donc à la fin, au chapitre 20, à la page 136, donc Mademoiselle de Saint-Yves vient de mourir. Et donc vient Saint-Ponge. Le Saint-Ponge arrive avec l'ami de Versailles. Son goût passager, n'ayant été satisfait qu'une fois, était devenu de l'amour. On peut penser que, confronté à la pureté, à la sagesse, à la moralité de Mademoiselle de Saint-Yves, elle lui a transmis une part de cette âme, honorable. Et ce pouvoir de l'amour l'a transformé et a donc transformé Saint-Ponge. Dans Zadig, donc l'amour transfère au personnage une dimension morale, une forme de raffinement. C'est comme si on accédait au bien.
En troisième étape de la deuxième partie, on va voir que l'amour est également un précepte sacré, par l'intervention de la providence. Les retrouvailles dues au hasard ou à la main de Dieu, que l'on retrouve dans Zadig, avec Zadig et Astarté, mais également dans Candide, lorsque Candide retrouve Cunégonde grâce à la vieille qu'il a rencontrée par hasard. On remarque également l'intervention de l'ange. Et Dieu apparaît comme l'adjuvant aux amours d'Astarté et de Zadig. Zadig qui finit par bénir le ciel. En effet, dans l'ingénu, donc c'est à la fin, l'ange Gérade transmet un message qui peut s'interpréter de plusieurs manières, mais qui peut s'interpréter d'un point de vue tout à fait amoureux, sous forme d'un conseil. À la fin, l'ange Gérade dit « Souviens-toi de ce pécheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Orosma t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. Ce qu'il faut adorer, on pense évidemment à Dieu. Ce qu'il faut adorer peut aussi représenter la reine Astarté. Mais, dit Zadig, comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la 10e sphère. Zadig, à genoux, adora la providence et se soumit. L'ange lui cria du haut des airs « Prends ton chemin vers Babylone ». Ce conseil, finalement, est un conseil juste, puisque c'est en retournant vers Babylone qu'il va pouvoir se confronter à Itobad, gagner le combat et devenir roi de Babylone. Et donc, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer, c'est peut-être aussi mettre Zadig face à ses responsabilités amoureuses. Épouse cette femme, épouse la reine Astarté, mais aussi ses responsabilités politiques en devenant le roi de Babylone. Et donc on peut voir que ces dernières paroles sont une source de conseil divin qui peut s'interpréter sous différents niveaux. Et cela explique également les remerciements à la fin, lorsque Zadig bénit le ciel. Zadig bénissait le ciel à la page 93. Donc l'amour défendu par une forme de transcendance divine et donc montre dans les trois contes, de manière plus générale, cette défense de l'amour. Mais cette défense qui n'est qu'apparente. Et c'est ce que nous allons voir. Donc notre troisième étape va consister à se poser la question de l'amour comme une forme d'illusion. Tout d'abord, nous avons dit que l'amour pouvait émaner de Dieu, comme une forme de transcendance. Eh bien, nous allons voir, ou je vais vous montrer, que cet amour peut être une transcendance déchue. À la page 50, dans Zadig, nous assistons au désespoir de cet homme. Je cite « Il s'écria « Qu'est-ce donc que la vie humaine ? Ô vertu, à quoi m'avez-vous servi ? 2 femmes m'ont indignement trompé. La troisième, qui n'est point coupable et qui est plus belle que les autres, va mourir. Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction. Et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. » Donc ici, Zadig se plaint. Zadig se plaint de l'infortune, se plaint de la malédiction. Il a le sentiment d'être maudit par une sorte de destinée, par un fatum, par la main divine. Et il rencontre cet ange qui est finalement un ange destructeur, puisqu'il ne faut pas oublier que sous des prétextes, il a quand même tué un enfant, il a mis le feu à la maison de son hôte. Il se soumet à cet ange Gérade et il finit par bénir le ciel à la page 93. Et donc, ce point de vue montre, que l'on peut rattacher à l'amour, montre une formation paradoxale du personnage, une acception paradoxale. Et donc, cela va créer un malaise final. Il épouse la reine Astarté. Il attribue cela à une aide, à une grâce divine. Or, ne serait-ce pas simplement dû à sa valeur ?
On va s'intéresser également à la tragédie finale de l'ingénu et la séparation définitive des amants à cause de la religion et des intérêts politiques. Quand je dis séparation finale, cela est dû à la mort de Mademoiselle de Saint-Yves, qui est confrontée à la corruption, qui est confrontée à un système cruel. La politique apparaît comme le bras armé de la religion. Et donc on voit ici, malgré la transformation finale et tardive de Saint-Ponge, une prédominance de l'ego et de l'amour-propre. Et donc, ici, déjà, on va avoir une vision grinçante de l'amour. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Et à la fin de l'ingénu, on a le sentiment que le mal finit par triompher. Dans Candide, l'amour pose un autre type de problème. Candide est à la quête du Cunégonde durant tout le conte. Mais cette quête s'avère décevante. Pourquoi ? Parce que Cunégonde, au fil des épreuves, fait preuve de laideur. Ce qui force le personnage, Candide, à faire preuve d'un amour inconditionnel, puisqu'il finit quand même par l'épouser, puisqu'il finit quand même par vaincre et se débarrasser du frère de Cunégonde. Cunégonde devient acariâtre. Donc sa beauté morale, le conte finalement, ou du moins les épreuves, ont raison de sa beauté morale. À la fin, Candide et ses amis deviennent un propriétaire terrien. Et on atteint une sorte d'asthénie finale qui s'oppose à l'héroïsme que l'on retrouve par exemple chez Zadig. Le travail finit par compenser une quête décevante de l'amour. Et l'amour n'est donc pas une issue favorable. Cet idéal amoureux est inatteignable dans Candide et donc va remettre en cause le sentiment amoureux. Enfin, l'amour est un concept entre nature et culture. On a vu la hiérarchisation des personnages en fonction de leur capacité à aimer véritablement et sincèrement. Plus l'âme du personnage est évoluée, plus l'amour est pur et plus l'amour est valorisé. Candide et Zadig sont des personnages aimables. L'ingénu sans profondeur de sentiment au début du roman, très proche de la nature, évolue au fur et à mesure qu'il est civilisé et qu'il est au contact des sciences et de la littérature. La nature, finalement, réduit le sentiment amoureux à un élan, à une pulsion. On le retrouve dans la réaction étonnante de la femme battue dans Zadig à la page 52. Elle veut la mort de Zadig, alors qu'il l'a délivrée d'un amant maltraitant. Cette réaction paraît étonnante. On retrouve cette même réaction dans Candide, lorsque des femmes se font agresser par des singes et que Candide et son compagnon jugent opportun, donc ça se passe à la page 82, de délivrer ces femmes de ces singes en tuant ces animaux. Et donc, réaction étonnante, il vit ces deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit enfin Cacambo, lequel lui répliqua « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître, vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. » Donc deux demoiselles qui ont pour amants des animaux, des singes. On a là l'incompréhension et également des notions d'animalité et l'animalité qui est irrémédiablement accompagnée de violence. Et ce type d'amour, cet amour animal caricaturé, est condamné par Voltaire. Finalement, on peut se dire que l'amour est une forme d'illusion. Pourquoi ? Car il est une pulsion. Et c'est une pulsion animale. Il ne résiste pas, comme on le voit dans Candide, comme on le voit dans l'ingénu, aux codes sociaux, pervertis par la bêtise et l'amour-propre. L'amour n'est qu'un idéal, mais un idéal qui ne peut se réaliser. Même dans l'ingénu, on se pose la question de cet amour perverti par la condition divine. L'amour, donc, est une illusion. Les personnages se mentent à eux-mêmes, même lorsqu'ils sont évolués. Cela dit, un humanisme semble rejaillir de cet amour par la prédominance de la connaissance et de l'empathie. Et finalement,
on en vient à se demander si c'est pas l'amitié qui est le véritable amour. Je finirai par dire, en conclusion, que dans les trois contes, il n'existe pas un amour unique et transcendant, mais un élan polymorphe. C'est aussi un thème central et structurant d'un point de vue diégétique. C'est encore un idéal difficile, voire impossible à atteindre, en raison de l'imperfection de la plupart des personnages en scène dans les récits, mais aussi en raison des contradictions que présente le sentiment amoureux. Il échappe sans cesse au protagoniste. Par l'importance indéniable qu'il confère à la notion, Voltaire ne livre finalement aucune réponse, mais sème chez le lecteur un doute. L'amour est enfin un support qui permet au narrateur de livrer ses revendications contre la politique et surtout la religion. Je terminerai mon exposé par une anecdote basée sur la vie de Voltaire. Et je voudrais parler d'Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet a été sa maîtresse durant 15 ans. Et cet amour s'est terminé de manière tragique et de façon précoce par la mort accidentelle, ou du moins, puisqu'elle est morte en couche, d'Émilie du Châtelet. Et finalement, on ressent l'idée que Voltaire n'a jamais véritablement aimé depuis ce grand amour. Ce grand amour qui était une communion des âmes, une communion intellectuelle, une communion cérébrale. Cette femme était mariée, et pourtant ils vivaient ensemble. Et ils n'étaient pas mariés. Et à la lumière de ce qu'a vécu Voltaire, je me poserai la question, et à travers ces contes, est-ce que l'amour n'est pas là où l'on ne s'y attend pas? Et finalement, comme si l'amour était au-delà des codes sociaux, des rituels religieux, du pouvoir politique. Et voilà, et c'est ainsi que je terminerai ma leçon sur cette vision libre de l'amour et insaisissable. Merci.